Salut à tous, bienvenue dans notre bande AD+, estivale. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par 3 des 8 membres de la bande, tous des experts de la course à pied et du trail. Bonjour et bienvenue à la Voix du Trail, Ludo Collet. Salut Ludo. Salut Nico. À la doctoresse spécialisée dans les sciences du mouvement humain, Sabine Erström. Salut Sabine. Salut l'équipe, salut les auditeurs. Et au grand sage du trail, Nicolas Martin. Salut Nico. Salut Nico, salut à tous. Notre ami Hugo Ferrari, qui prépare son UTMB en ce moment à Tignes, devait être parmi nous, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, nous enregistrons exceptionnellement cette émission tous les 4 et on le salue évidemment. Et un salut amical aussi aux 4 autres membres de la bande au repos aujourd'hui, parce que ça tourne dans la bande AD+. Thomas Laure-Blanchet, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur, Robin Schmitt des Genoux dans le Gif et Madame Corinne Fabre, qui a passé ces derniers mois hors réseau en altitude, mais on la retrouvera très bientôt avec nous. Vous écoutez la bande AD+. Au sommaire de ce 9e épisode de la bande AD+, il sera beaucoup question en fil rouge de préparation aux gros objectifs d'une saison, mais aussi de préparation mentale. Comment ne pas abandonner une course? Ce sera la question NAC, la question volontairement provoque de l'épisode, car après tout, est-ce que le fameux slogan « Never give up », ne jamais abandonner, a du sens, ou est-ce de l'orgueil mal placé? À noter que l'on parlera aussi des causes d'abandon en trail dans la rubrique Vrai ou faux de la Clinique du Coureur. Faut-il renoncer à prendre le départ d'une course lorsqu'on ne se sent pas prêt? Ce sera la question Nolio. On s'appuiera notamment sur l'annonce récente de Xavier Thévenard, triple vainqueur de l'UTMB, qui ne sera finalement pas au départ de l'édition 2022 de la course, affaibli par la maladie de Lyme. Kylian Jornet, lui aussi triple vainqueur de l'UTMB, est-il en train de réaliser le coup marketing du siècle? Le trailer catalan domine le monde du trail depuis 15 ans, je ne vous apprends rien, mais malgré des résultats exceptionnels tout au long de sa carrière avec l'équipe Salomon, c'est cette année, en même temps que le lancement de sa marque Normal, qu'il semble meilleur que jamais. Il gagne toutes les courses dont il prend le départ en battant chaque fois le record de l'épreuve, court ou long, peu importe. 10e victoire à Zegama au Pays Basque espagnol en juin, 5e victoire à la Hard Rock dans le Colorado face à François Daen, excusez du peu, en juillet. Dans quelques jours, il sera l'un des grands favoris sur l'épreuve phare de la saison de course en montagne Sierzinal en Suisse. Et à la fin du mois, ce sera le pompon puisqu'il s'alignera une nouvelle fois sur l'UTMB, la première fois depuis 2017, avec pourquoi pas un temps record, les 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif en dessous des 20 heures. On a le droit de rêver. Je demanderai à Ludo, Sabine et Nico ce qu'ils en pensent. 2 autres rubriques sont également au programme de la bande AD+. On fera un arrêt à la station de trail de Champs-Rousse en Isère. Et enfin, les 3 membres de la bande AD+, à mes côtés aujourd'hui, vous livreront leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une excellente émission, enregistrée et réalisée à distance, mais dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti. J'aimerais commencer par un petit tour de table pour prendre de vos nouvelles à tous les 3. Ludo, je vais commencer par toi. À quoi ressemble ton été et surtout à quoi va ressembler le reste de ton été? Écoute, pour l'instant, je suis plutôt au repos. Je suis en train de préparer, peaufiner mes fiches et d'essayer de prendre un petit peu soin de moi. Voilà quoi. Comme tout le monde sait, voilà, j'attends avec hâte cette course de quartier, comme dirait Robin. Voilà, je me prépare tranquillement, mais sûrement vers l'objectif de tenir la semaine et de donner le meilleur. Ouais, t'es comme les athlètes finalement, tu es dans une phase de préparation. Ah oui, il y a pas tu peux pas, rester autant d'années comme ça, sur l'UTMB avec tout ce qui se passe, et comment, ce sport évolue sans travail enfin sans travail, on n'est rien quoi. Tu as beau avoir du talent, si tu travailles pas, ça sert à rien le talent. Et puis là, tu parles de ta douce voix, tranquillement, tout doucement, puis dans quelques temps, là, ça va commencer à s'échauffer. Moi, chaque fois que je t'entends, j'ai les poils qui s'irrissent. J'ai personnellement assez hâte de t'entendre au micro. Sabine, dans un précédent épisode, on avait évoqué ton coup d'arrêt en raison de la Covid. Est-ce que tu as pleinement retrouvé tes moyens?
Eh ben oui, je pense, ouais. Merci de prendre des nouvelles. Et écoute, moi, je serais du coup, comme Nico, si j'ai bien compris, sur l'OCC, comme l'année dernière. Apparemment, le parcours a un tout petit peu changé. Donc, écoute, je ne pourrais pas trop comparer les chronos, mais ça fera découvrir de nouveaux passages. Et puis tu t'es entraîné, enfin je ne sais pas d'ailleurs si c'était de l'entraînement ou des vacances, mais disons que tu t'es amusé en Corse sur le GR20. Ouais, c'était des vacances, des belles vacances, pas du tout reposantes. Vu qu'avec une amie, on a fait le GR20 en 5 jours, c'est quand même assez sportif. Mais bon, on a encore le temps de récupérer avant l'OCC. C'est vrai que ça nous a préparé la version technique de l'OCC. C'est pour s'il y a des conditions un peu dantesques. Mais et on va, en tout cas, beaucoup de plaisir, ouais. Nico, toi aussi, tu as eu un petit coup de mou au début de l'été, je pense, ou fin du printemps à cause d'une blessure ou ce qui allait pouvoir devenir une blessure potentiellement. Est-ce que ça va mieux? Ouais, en fait, j'ai une petite blessure qui traînait un genou depuis plusieurs mois, voire même années, mais qui venait partait. Et j'ai eu des douleurs dès le printemps, mais j'avais tellement envie de faire Zegama que j'ai eu aller un peu pas au-delà de la raison, mais le jour de Zegama, j'étais un peu frustré parce que j'avais vraiment des très bonnes jambes, mais une douleur voilà, un peu mécanique qui m'a un petit peu gêné dans la fin de course. Et du coup, il y avait une forme de ras-le-bol mental parce que moi, je fais de la compétition pour essayer d'explorer mes limites. Donc, quand tu n'es pas à 100%, je trouve peu de sens à la compétition. J'ai la chance d'habiter dans la montagne, donc faire du sport et aller en montagne, j'ai pas forcément besoin de mettre un dossard. Donc voilà, j'ai pris le temps de me soigner. J'ai eu une infiltration dans mon genou parce que j'ai une petite malformation anatomique, une patella bipartita pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, j'ai pris le temps de revenir tranquille, de souffler en juin, puis j'ai commencé à reprendre sérieusement au début juillet. Et comme ça allait dans le bon sens, je ne m'étais pas fixé d'objectif, mais je me dis je vais me rentraîner. Puis voilà, ça fait une quinzaine de jours que ça va dans le bon sens. Donc j'ai été sage. Je remercie d'ailleurs au passage l'organisation de l'UTMB qui m'a permis de passer de la CCC à l'OCC pour permettre de respecter mon corps parce que ça aurait été trop de préparer une CCC. Donc voilà, je vais me présenter sans trop d'attente parce que voilà, il n'y a pas de course depuis quand même un moment, une préparation qui est correcte, mais je ne sais pas trop où j'en suis. Mais voilà, je sais que des fois, quand on revient de blessure, c'est souvent assez positif parce qu'on a beaucoup d'envie et beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, ça sera déjà une énorme chance d'être au départ et de profiter de cette ambiance parce que c'est aussi ça qui est beau sur ces épreuves-là, c'est que bon, quand tu finis, quelle que soit ta place dans les rues de Chamonix, c'est quand même assez exceptionnel et ça laisse toujours des souvenirs pour toute l'année à venir pour s'entraîner dur dans les moments un petit peu difficiles. Super, évidemment, on va suivre ça et puis on se reverra notamment pour le podcast pendant la semaine de l'UTMB. Avant de nous lancer, j'aimerais remercier tout particulièrement les auditeurs de la bande AD+, qui prennent le temps de partager et de recommander le podcast sur leurs réseaux sociaux et de nous envoyer des messages aussi. Moi, j'en reçois personnellement chaque jour. C'est hyper agréable et motivant, croyez-moi. Donc, continuez. Pour nous, c'est un super coup de pouce. Allez, on passe tout de suite à la question NAC, la question volontairement provocante. La question NAC. Comment ne pas abandonner une course? Alors la question, évidemment, est tournée de manière volontairement provocante. J'ai envie de poser la question à Nico, puisque tu es l'un des athlètes les plus performants de ces dernières années. Est-ce que abandonner, puis je te pose la question aussi parce que je ne pense pas que tu as abandonné beaucoup de courses. Est-ce que abandonner, c'est une honte? Non. Alors, je dirais que quand on va sur une course, c'est pour explorer ses limites. Donc, si on abandonne à la première difficulté dans un sport aussi difficile que le trail, je pense qu'il faut travailler mentalement là-dessus. Après, aller au bout en prenant des anti-inflammatoires, des antalgiques parce qu'on n'a pas envie d'abandonner, je pense que ça, c'est une erreur. Après, moi, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est celui que je donne aux athlètes que j'ai la chance d'accompagner, c'est qu'en fait, autant chez les élites, on fixe des courses et on se prépare pour ces courses parce qu'un élite n'a pas normalement de limite de temps pour préparer les courses. Et donc, s'il décide de préparer un ultra, il va s'entraîner pour préparer cet ultra. Chez des athlètes, entre guillemets, amateurs, qui n'ont pas des dispos illimités, moi, je pense que la première chose pour éviter l'abandon, c'est d'abord de définir des objectifs qui sont en adéquation avec la vie des athlètes.
Si tu peux t'entraîner 3 heures par semaine, c'est mieux que pas de faire de sport, hein, on est bien d'accord. Ça me paraît compliqué de vouloir faire des ultras. Et en fait, souvent, on a des gens qui ont des envies que je comprends parce qu'ils ont vu des belles images de l'UTMB, mais qui n'ont pas la vie qui leur permet de faire ça. Et je pense que l'erreur, c'est souvent les abandons, ils viennent de là. C'est que, alors après, on est inégaux face à ça. Il y en a qui, en s'entraînant 3 heures par semaine, vont réussir parce qu'ils ont un passé, parce qu'ils ont de la chance et tout. Mais c'est des minorités. Et la plupart du temps, je pense que c'est vraiment le fait de se définir des objectifs qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on est capable de faire. Et la patience, qui est une chose qu'on a peut-être perdue dans notre monde, c'est indispensable en sport. Le corps s'adapte à tout, mais pas du jour au lendemain. Donc voilà, même si on rêve de faire l'UTMB, soit on a les possibilités voilà, de se préparer pour, soit on se dit, bon, bah voilà, j'ai un travail très prenant, j'ai une vie de famille, j'ai que X heures de sport à consacrer, c'est trop peu pour faire telle ou telle course, et donc du coup, je revois mes objectifs à la baisse. Ça, je pense que c'est une des premières choses, en plus après, c'est un peu des portes ouvertes, mais de se préparer correctement, de bien gérer son ravitaillement. Mais ça, je dirais, c'est la base. Mais si d'entrée de jeu, tu te mets des bâtons dans les roues parce que c'est pas ce que ton corps est capable de faire, ce que ta vie te permet, je pense que c'est peut-être le premier critère d'abandon. En plus des conditions, on vit une année particulière, par exemple, avec la chaleur, où clairement, je pense que des épreuves un petit peu extrêmes sont devenues très extrêmes cette année. Et je pense que ça peut expliquer aussi les forts taux d'abandon sur certaines courses parce que voilà, quand tu travailles toute la semaine, c'est pas forcément facile de s'entraîner dans la chaleur. Quand tu as que ça à faire, oui, moi, quand il fait chaud, je vais faire exprès d'aller m'entraîner dans la chaleur pour m'acclimater. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, des fois, peut-être que la sagesse aussi, c'est pour éviter d'abandonner, c'est de ne pas prendre le départ. Tu vois, moi, je suis un peu les réseaux. Des fois, on dit oui, l'organisation, elle devrait annuler, mais en fait, les gens, ils sont aussi grands, responsables. Peut-être que l'organisation, elle dit, bon, bah voilà, on peut organiser. Et puis, il y a des gens qui doivent se dire, bah peut-être que moi, je ne suis pas prêt dans ces conditions-là et je ne dois pas prendre le départ. Sabine, le Never Give Up, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Je vais essayer de dire des trucs nouveaux parce que je suis vraiment totalement en phase avec ce que Nico a dit. Never Give Up, bah oui, ça me parle forcément un petit peu parce que tu vois, quand j'étais petite, j'avais une cassette que je regardais en boucle, ça s'appelait Alaska. Et c'était un frère et une sœur qui allaient chercher leur père en Alaska. Et la phrase, c'était n'abandonne jamais. Ils suivaient un ours polaire et tout, c'était vachement bien. Mais ça a ses limites. Et oui, déjà, je suis complètement d'accord. En fait, le problème, c'est déjà dans la définition des objectifs en adéquation avec sa vie. Pour l'anecdote, par exemple, là, au début de l'été, donc sur les réseaux sociaux, à chaque fois, je me promets de ne pas lire les commentaires parce que c'est une perte de temps et ça m'énerve, mais des fois, je craque. Et du coup, il y avait une publi sur êtes-vous prêt pour, enfin, comment faire les derniers mois avant votre UTMB et tout. Et donc, il disait que ce serait bien de s'entraîner au moins 10-15 heures par semaine. Et là, il y avait quelqu'un qui s'offusquait dans les commentaires, disons qu'on dit sous 15 heures, c'est beaucoup. Alors oui, c'est beaucoup par rapport à ce que font la plupart des gens. Mais quand tu vas passer 35 heures sur les sentiers, au bout d'un moment, si tu ne peux pas dégager pendant ton été 10 à 15 heures par semaine, ce n'est pas une bonne idée de se lancer sur l'UTMB. À part, bien sûr, tu me trouveras toujours une exception, hein, quelqu'un de particulièrement solide ou souvent avec un passé, par exemple, qui aurait fait du ski de fond professionnel toute sa vie, c'est différent, mais on ne peut pas s'attacher aux exceptions. Et puis, ouais, c'est aussi une question de vision à long terme. Prévoir 3 ans pour monter sur l'UTMB, c'est tout à fait raisonnable, quoi. Une vision à 6 mois n'est pas une vision à long terme dans le sport. Donc, oui, en ultra, Never Give Up, ça a son sens parce que tout le monde sait que, même si j'en ai jamais fait et que maintenant que j'ai pu enchaîner les blessures ces derniers temps, j'aimerais bien y mettre les pieds moi aussi pour voir ce que ça fait. Mais on sait qu'il y a des hauts, il y a des bas, que c'est ce qui fait le charme de l'épreuve. Et que donc, quand il y a un bas, on abandonne, et ben, on ne verra jamais le haut qui suit derrière et on ne verra jamais la ligne d'arrivée. Et en plus, c'est vrai que quand on ouvre la porte au fait d'abandonner quand c'est difficile, et ben, on rentre dans un engrenage. Donc, vraiment, pour moi, la limite est la mise en danger. Donc, en danger d'une blessure qui traîne et dont on n'arrivera pas à se débarrasser,
ou en danger de ne pas se remettre de l'épreuve, parce qu'il y a aussi, donc là, c'est plutôt sur des épreuves type Tort des géants, des gens qui mettent des mois, des années à se remettre. Donc là, clairement, on se met en danger. Donc, pour moi, c'est la limite. C'est-à-dire, quand tu fais un ultra, ça veut dire que tu acceptes quelque part que peut-être que tu vas devoir abandonner. Contrairement à la plupart des trails courts où, à part grosse blessure traumatique, tu Une marches chute, ouais. et tu finis par franchir la ligne. Mais oui, ça fait entièrement partie de l'ultra de savoir serrer les dents à un moment pour avoir un soulagement un peu différé et une joie d'autant plus forte à l'arrivée. Ludo, je sais que tu attaches une importance particulière au mental. Euh, quelle préparation mentale faut-il faire pour, on parlait d'être évidemment prêt à l'objectif, si tant est que l'objectif a été bien déterminé à l'avance, donc se préparer physiquement, mais il faut aussi penser à se préparer mentalement. Sabine en parlait en filigrane de sa réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire mentalement? Quel travail de préparation il faut faire? Pas juste se dire je ne veux pas abandonner ou c'est possible que j'abandonne. J'imagine que la logique qui nous structure est plus longue que ça. Ouais, je rappelle juste aux auditeurs que je suis un autodidacte, que je n'ai pas de formation mentale, même si c'est quelque chose qui est important pour moi. Déjà, il y a souvent une chose très simple que j'explique aux coureurs, aux trailers, c'est de ne pas forcément visualiser la ligne d'arrivée. C'est de s'imaginer après, le ravitaillement derrière, enfin, ne pas souvent se bloquer à cette ligne d'arrivée où déjà on ne pense plus qu'à ça et souvent quand on y arrive on tombe. C'est déjà d'essayer de visualiser, d'aller un petit peu plus loin et puis de se rendre compte du chantier dans lequel ils vont se mettre, hein. Si on parle de l'UTMB notamment, parce qu'il y a plein d'autres courses, et en règle générale, je dis aux trailers, aux coureurs, si tu n'es pas blessé, comme ils l'ont dit juste avant, mais si tu n'es pas blessé, si tu n'es pas rattrapé par la barrière horaire, il n'y a pas de raison d'arrêter. Parce que c'est quand même bien plus compliqué après mentalement de subir un échec. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on le prend, hein. C'est un échec, on n'a pas été au bout, on a eu une baisse de régime, et dans l'ultra, il y en a toujours de ces baisses de régime. Donc ça, il faut aussi en être conscient que ça peut revenir, quel que soit le niveau. Et on a eu tous des expériences fantastiques où on a vu des garçons, notamment Ludo, qui gagne en étant 51e à Courmayeur, où il s'est vidé jusqu'à Courmayeur, et que après, on sait que c'est un spécialiste des remontadas et que le scénario a fait qu'il peut remonter jusqu'à la première place. Mais voilà, en règle générale, si on reste sur l'UTMB, des abandons que j'ai pu souvent voir, et Nico en a parlé à titre personnel pour lui dans sa présentation, souvent les gens n'arrivent pas avec assez de fraîcheur, pas assez de fraîcheur mentale, pas assez de fraîcheur physique, parce qu'au dernier moment, ils se disent, il ne nous reste que 2 mois, 3 mois, et puis je suis inscrit, il faut que je cours. Et ils en font beaucoup, beaucoup trop, et ils arrivent et ils sont déjà flingués. Et souvent, c'est ce qui leur permet pas d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut soigner, on le dit souvent, et je sais que c'est par exemple quelque chose qu'aime répéter Thomas Laure-Blanchet, il faut soigner le sommeil et cette phase de repos pour finalement, ça fait partie de la préparation de se reposer et peut-être que ça va éviter certains abandons. C'est ça que tu dis. Est-ce que tu as j'aime bien te demander toujours si tu as des anecdotes parce que bon, tu es habitué d'accueillir les finisseurs, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas été au bout? Généralement, tu parlais de sentiment d'échec. Tu sens ça? Tu sens que les gens tout Ah de oui, suite tombent dans l'échec? j'ai des personnes qui viennent me voir et en dehors de la ligne, puisqu'ils ne peuvent pas aller sur la ligne, et qui me tombent dans les bras et qui s'effondrent en pleurs en me disant: vous m'avez pas accueilli, j'ai pas pu connaître cette fièvre dans Chamonix comme parlait Nico, et ils sont très très déçus, très très déçus. Souvent ils se dévalorisent. Et puis d'autres, évidemment, comme dans la vie,
contrairement qu'ils viennent me checker et me disent bah, écoute, c'est pas passé cette année, j'espère qu'on se reverra plus tard et je vais mieux me préparer. J'ai vu qu'il y avait ça qui n'allait pas. J'ai pas préparé parce qu'on parle beaucoup d'entraînement, mais il y a aussi, et c'est ce qui fait la richesse de l'ultra, c'est que il faut faire aussi d'autres courses avant pour tester ton matériel, tester ta nourriture, ta boisson. Enfin, il y a tellement de paramètres qui peuvent te permettre d'aller au bout ou de ne pas aller au bout si tu t'es pas préparé avant. Et souvent, je rejoins Nico parce que je me plais à écouter vos podcasts quand je suis pas un des invités. C'est que malheureusement, les gens se préparent pas assez. Se préparent pas, même si maintenant il y a des points et qu'on commence à avoir quand même des coureurs qui arrivent moins. Et je me rappelle, il y a 20 ans, enfin, dans mes premiers, un peu moins, mes premiers UTMB et ailleurs, les gens arrivaient comme des loques, tombaient, ça rampait pour arriver aux lignes. Je vois plus ça. Donc, il y a quand même une meilleure préparation. On voit moins les gens casser. Mais quand même, en règle générale, les gens ne se préparent pas assez. Nico, est-ce que ça fait partie de votre préparation, la préparation des athlètes de haut niveau, la préparation à la possibilité, la visualisation que ça ne se passera pas bien et qu'on va peut-être abandonner? Je donne quelque chose qui revient souvent. Je ne sais pas si c'est vraiment justifié. En tout cas, je n'ai pas une stat pour pouvoir appuyer le propos, mais on dit souvent, ouais, les athlètes élites, enfin les favoris, dès l'instant que ça ne se passe pas comme ils veulent, ils mettent le clignotant et puis plutôt que d'essayer d'aller au bout, ils arrêtent. Puis je fais une allusion à ce que tu disais concernant Ludovic Pomeray, c'est dans les faits de course. Alors d'abord, cette année-là, c'était caniculaire, donc il y a eu des dégâts monumentaux dans le peloton, mais aussi devant. Il y a beaucoup d'athlètes élites, particulièrement cette année-là, qui ont arrêté bien avant la fin. Et puis, je fais un autre aparté, je pense à Jim Wemsley, qui, lui, s'était montré franchement beau joueur, enfin classe, alors qu'il craque complètement à l'UTMB, il ne s'arrête pas, il continue, il se retrouve avec de mémoire le 70e ou le 71e, puis il continue à courir ou marcher pendant des heures. Donc, Nico, j'ai fait long là parce que j'avais besoin d'ajouter un petit peu de contexte, mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous préparez mentalement, vous, les athlètes élites, pour peut-être aller chercher des conseils pour tous les autres, les athlètes amateurs? En fait, alors moi, mon expérience personnelle, j'ai jamais trop fait d'ultra, donc les formats que j'ai faits, normalement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur la capacité à finir la course. Ça peut très bien se passer, ça peut se passer moyennement, ça peut se passer difficilement. Si on reste sur les courses de l'UTMB, mon OCC 2019, j'arrive à la Flégère, je suis en PLS, j'ai envie d'abandonner. On me dit non, mais de toute façon, ici, tu ne peux pas abandonner, il faut redescendre à pied. Donc, en fait, je fais toute la descente de la Flégère en marchant. Mais je finis parce que c'est pas trop long. Pareil à Cape Town sur un des 200 bornes que j'ai couru. Les 15 derniers, c'est l'enfer. Et s'il avait fallu faire 160, je pense que ça aurait été compliqué. Après, non, on ne se prépare pas à l'abandon. Par contre, moi, je me prépare toujours aux moments qui sont difficiles. Parce que ça n'existe pas les courses, à part les courses en montagne. Mais les courses en montagne, de par leur intensité, c'est difficile tout le long, du début à la fin. Les courses un peu plus longues, style une OCC, des Templiers, il y a des moments où franchement, tu es là, tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici? Et c'est là qu'il faut être fort mentalement. Alors, je dirais que les athlètes élites font tous de la prépa mentale parce que le volume d'entraînement qu'ils font, la difficulté des séances qui doivent être enchaînées font qu'en fait, tu es obligé de mettre en place des stratagèmes mentaux parce que sinon, tous les jours, tu peux bâcher des séances parce que quand tu fais un cycle préparatoire qui est difficile, tous les jours, c'est dur. Je pense que parfois, les athlètes amateurs s'en rendent peut-être pas compte, mais le plus dur, c'est presque l'entraînement quand tu fais du très haut niveau et pas tellement la course. Donc, ouais, on se prépare, mais tu vois, pour rebondir sur ce que disait Ludo, par exemple, sur le fait de ne pas trop se projeter, qu'en 2019, je fais une montée de la Flégère très difficile, j'arrive l'an dernier, je pense que dans mon état physique, je ne suis pas bien mieux. Et en fait, là, je fais un exercice mental et je me dis, la course, c'est mètre après mètre. J'avais des crampes et je me dis, quand ça décrampe, tu cours 2 mètres. 2,50 m si ça décrampe pendant 2,50 m. Et j'ai fait ça toute la montée, je fractionnais, et je restais dans l'instant présent. En fait, j'ai réussi à passer ça en étant super fort mentalement, alors que bon, physiquement, j'aurais pu laisser prendre
le côté négatif prendre le dessus. Ouais, voilà, j'ai des crampes, je suis fatigué, j'ai fait n'importe quoi la semaine dernière, c'est pour ça que je suis pas bien. Et lâcher, et j'ai une résilience ce jour-là mentale et qui finalement des fois fait que tu peux être super satisfait d'une course, même si le résultat il est pas dingue, mais parce que mentalement tu allais chercher tes limites. Et c'est vrai qu'il y a quand même vraiment cette. Après, sur des très longues courses, tu vois, si on prend l'exemple de Ludo, il gagne cette UTMB parce qu'à un moment donné, il se dit je m'en fous de la place. En fait, j'ai juste pas envie d'abandonner. C'est peut-être la dernière fois que je peux faire l'UTMB de ma vie parce qu'il avait les points et qu'il ne se voyait pas forcément refaire des ultras. Et donc, il dit mais si je mets 40 heures, c'est pas grave, je veux boucler le tour. Et en fait, du coup, il lâche mentalement, puis ça revient, puis il gagne, tu vois. Et donc, à ces moments, je pense que quand tu es sur du long comme ça, faut pas faire la course tout de suite. Faut progresser, faut aller à Courmayeur, faut aller à Berton, faut passer le Grand Col Ferré. Et puis, je pense que la vraie course, tu vois, elle commence quand tu passes à la Foulie. Là, tu peux te mettre dans des états mentaux vraiment de compétition, de confrontation aux autres. Mais avant, je pense que c'est vraiment s'écouter, faire sa course et pas se fier aux autres, quoi. Ça, en tout cas, ce sont des conseils qui sont adaptables absolument à tous les coureurs. Sabine, est-ce que la préparation mentale, c'est un truc de riche, est-ce que c'est un truc d'athlète élite ou est-ce que moi, l'athlète amateur, je peux mettre ça dans ma préparation et comment en fait? Comment tu travailles ça avec tes athlètes, toi? Avant de répondre à ta question, je voulais juste revenir sur l'idée de la préparation au sens large. Je pense que globalement, on met en fait trop d'importance au jour de la course et pas assez d'importance à la préparation, alors que déjà, il y a une satisfaction en soi à préparer un ultra. Et effectivement, en fait, quand tu fais une préparation bien menée, tu as des moments où tu es dans le doute, c'est difficile. Normalement, une préparation, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi des moments où tu te demandes pourquoi tu passes autant de temps à préparer un objectif, etc. Et du coup, ça fait que pendant ta préparation, tu as répondu à ces fameuses questions, qu'est-ce que je fous là, etc. Parce que vraiment, en course, c'est un peu trop tard pour se poser cette question. Il faut déjà avoir les réponses avant d'y aller. Et du coup, j'ai fait la transition sans m'en rendre compte sur ta préparation mentale. J'ai vu ça. C'est que, ouais, comme le disait Nico, alors je pense que ça a un intérêt de faire la préparation mentale. Après, j'ai aussi l'impression que s'entraîner, c'est en soi une préparation mentale, ouais, se poser les questions, pourquoi je suis là, vivre des moments difficiles, vivre des moments où tu es super à l'aise, auxquels tu vas pouvoir te référer, l'expérience en soi. Je ne suis pas certaine, contrairement à la préparation physique ou au plan d'entraînement, c'est un petit peu incontournable. La préparation mentale, ça peut apporter un plus. Après, je ne suis pas certaine que je dise à tout le monde de consacrer un temps spécial parce que, bon, au bout d'un moment, on est quand même limité dans son temps à la préparation mentale et je ne veux pas faire du tort à mes collègues préparateurs mentaux. Hein. Le mental, c'est sûr, c'est hyper important. Après, je pense qu'il y a des gens naturellement qui, en fait, font appel à des outils de préparation mentale tels que la visualisation sans mettre des mots dessus. Oui, c'est ça, parce que quand tu pars en courant, voilà, on parle d'ultra, mais je suis convaincu que pour beaucoup, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là pour rentrer dans des zones qui sont difficiles. Mais j'ai un peu perdu le fil de mon idée. Oui, c'est ça, quand tu t'entraînes et puis que tu tombes dans un down, tu peux, d'une certaine manière, t'entraîner à surmonter ce down et puis te poser ces questions-là que tu auras certainement à te reposer le jour de la course ou le jour d'une autre course. Donc finalement, tout est dans tout. La préparation mentale peut s'intégrer pleinement sans que ce soit à ajouter à l'entraînement. Oui, c'est ça. De toute façon, une compétition, quel que soit le format, c'est difficile. Hein, donc, il faut être prêt à ça et savoir ce qu'on va chercher dans la difficulté. Et en fait, moi, je trouve que c'est intéressant la préparation mentale. Ça rajoute un outil en plus. Par contre, c'est vrai que pendant longtemps, en France, ça a été complètement l'inconnu. Personne n'en faisait. On confondait ça avec les psys. Donc, maintenant, c'est presque le contraire, quoi. On va dire, ah ben, si tu as un gros mental, tu vas aller au bout.
Je pense que c'est l'excès inverse en fait, parce que, alors il y en a effectivement qui vont aller au bout, mais dans quel état, combien de temps ils vont mettre à s'en remettre? Donc je pense qu'il faut quand même avant, en fait pour se sentir fort mentalement, c'est quand même vachement plus facile si tu sais que tu as fait le job en amont pour avoir les jambes. Parce que Avoir la juste se confiance dire, finalement. La confiance est un outil. exactement, ça va te donner de la confiance et c'est de la confiance justifiée. Parce que juste l'auto-persuasion, je suis fort dans ma tête, je suis fort dans mes jambes, mais en sachant pertinemment dans un coin de ta tête que en fait, c'est pas vrai, tu n'as rien mis en place, je pense que ça ne tient pas 170 km, quoi. Et voilà. Mais sachant que moi, je n'ai que mes connaissances de STAPS, de préparation mentale, je n'ai pas plus creusé le sujet. Donc on a peut-être des auditeurs qui vont nous apporter des pièces en plus. Certainement. Nico, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais dire? On a laissé parler Sabine, mais tu as Ouais, non, mais c'était voulu complètement intervenir. ce qu'elle a dit. C'est sur le fait qu'avant tout, il faut être fort physiquement. Et quand tu es fort physiquement, tu es en confiance et tu es fort mentalement. Parce qu'il y a un moment donné, il y a des réalités physiologiques et le mental, il ne peut pas prendre complètement le dessus. Je veux dire, s'il suffisait de faire de la prépa mentale, les gens feraient de la prépa mentale, ils n'iraient pas courir 8 heures dans la montagne. Donc, il y a un équilibre. C'est sûr que si c'est un maillon faible, ça peut te conduire à l'abandon. Mais finalement, c'est vraiment ce que dit Sabine, c'est que quand tu t'entraînes dur, tu es obligé de développer des stratagèmes mentaux et tu t'entraînes, tu es sûr de toi et donc tu es fort mentalement. Alors après, oui, je pense que le travail de préparation mentale, il est plus des fois aussi sur du long terme, sur définir tes objectifs pour quand tu as un plan de carrière. Alors, on parle plus d'athlète élite là, mais savoir vers où tu vas, ça, avec un prépa mental, c'est important de travailler là-dessus. Je pense que ça, on le fait pas toujours. Mais après, sur une course, juste le moment de la course, je pense que ouais, déjà l'expérience, les préparations font qu'on normalement, les athlètes sont quand même forts mentalement. Et quand ils sont pas forts mentalement, c'est que souvent, ça n'a pas de sens pour eux, en fait. Moi, les coureurs, je connais qui ont un peu du mal sur les courses longues, c'est juste qu'ils n'aiment pas faire ça, en fait. Ils font ça parce qu'il y a de la médiatisation, il y a ci, il y a ça, parce qu'ils veulent l'essayer. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie de faire ça. Et c'est pas une question d'être fort mentalement, c'est que ça n'a pas de sens, quoi. Donc, quand ça devient dur, bah, il n'y a pas de raison, quoi, de continuer à forcer. Donner du sens, puis ça rejoint le sens, le fameux why, le pourquoi je fais ça, qui est quand même la base, le fondamental pour n'importe qui ici. Est-ce que Ludo, tu veux rajouter un petit quelque chose? Non, non, moi je pense que tout a été dit. Après, c'est vrai qu'on maintenant on parle beaucoup de plans mentaux. Moi, quand je m'occupe du mental, enfin, j'essaye de. C'est juste la connaissance de l'athlète qui m'intéresse vraiment. C'est pour pouvoir l'aider à trouver des petites astuces et connaître aussi ses points faibles. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la préparation, dans comment je ressens les choses. Après, Mais j'ai c'est pas fait super d'études intéressant encore. parce que c'est super Ouais. intéressant parce qu'on a parfois une très mauvaise idée de nous-mêmes et Mm. on a besoin parfois de quelqu'un pour nous faire voir la réalité en face, qu'elle soit positive ou négative. Il y a Ouais, des c'est gens ça. qui C'est ce sont que dans la j'aime, moi. dévalorisation. C'est que j'aime connaître la personne et comprendre et son passé, et son adolescence et son enfance et son rapport à son mari ou quoi, ou ses enfants Son ou à histoire. ses parents, à son histoire, tout simplement. Ouais. Ce qui me permet de comprendre un petit peu mieux comment réagit la personne, quoi. On reviendra Ouais, à l'un des coups ouais, de cœur à la juste, fin de l'émission. Oui, désolée, je suis bavarde, mais je pense qu'effectivement, la préparation mentale, ça peut être super intéressant pour justement élargir au-delà du sport à ce que peut nous apporter le sport en tant que personne, Mm, mm. de faire des miroirs entre la vie et le sport. C'est ça. merci à tous les trois et merci à Anact, partenaire officiel de la première saison de la bande AD+, la marque de nutrition sportive québécoise qui est donc spécialisée dans l'ultra-endurance, fête cet été son 6e anniversaire, marqué notamment, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, par l'arrivée de la plupart des produits sur le marché français depuis le mois de janvier. Il y a 6 ans, donc, William et Émile, qui étaient 2 triathlètes, ont fabriqué à Montréal leur propre barre énergétique à base de poudre de grillon avec la volonté, je les cite ici, de rendre la nutrition sportive plus durable. Ils partaient notamment de ce principe qu'un élevage de grillons produit grosso modo 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un élevage de bovins. 6 ans plus tard,
Leurs barres ont bien évolué. Il y a de nouveaux produits qui ont vu le jour, tous conçus à base soit de poudre de grillon, soit de protéines végétales. Ils ont notamment lancé il y a quelques semaines leurs premiers produits énergétiques liquides. Ce sont les mélanges pour boissons Ultra Énergie que vous pouvez retrouver sur le nacbar.com, naakbar.com. Avec le code promo de la bande AD+, on vous offre 15% de rabais sur votre commande. Et le code promo, je vous le rappelle, c'est LBAD+. Et quand je dis plus, il s'agit du signe plus. On continue de parler des abandons avec le vrai ou faux de la clinique du coureur. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Comme d'habitude, je vais faire une affirmation et vous me dites si c'est vrai ou faux. La première cause des abandons en ultra-trail, ça rejoint vraiment notre discussion précédente, la première raison pour laquelle on arrête une course, finalement, ce sont les douleurs aux jambes et notamment les douleurs tendineuses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ludo, tu as la parole. Ouais, c'est vaste, moi je dirais que c'est faux. Mais... C'est faux. Sabine? Moi, je dirais faux aussi et troubles digestifs. Et Nico? Je dirais faux aussi et je pense que c'est les troubles digestifs comme Ah, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Je dirais plutôt, c'est plutôt faux. Effectivement, ce sont les troubles Ça doit être le digestifs deuxième quand même. qui arrivent. Ben, en fait, ça va dépendre. Il y a différentes études là-dedans. Moi, je me suis concentré notamment sur une. Généralement, les troubles digestifs arrivent en tête, mais effectivement, d'une course à l'autre, d'un ultra à un autre, en fonction de certains critères comme le niveau de difficulté de la course ou les conditions aussi de la course. Eh bien, le constat, il peut varier un petit peu. Donc, dans l'étude scientifique en question, c'est l'étude sur les facteurs prédictifs des abandons en ultra-trail qui était menée on en revient encore à l'UTMB lors de la TDS et de l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2019. C'était une étude qui s'est intéressée aux coureurs qui flirtent avec les barrières horaires et qui donc sont les athlètes qui passent le plus de temps en course. Les chercheurs, parmi lesquels Guillaume Millet, qui s'intéresse tout particulièrement, lui, aux origines de la fatigue lors d'efforts de longue distance, ont constaté que les symptômes gastro-intestinaux avaient touché 85% des coureurs répondant au questionnaire et que ces troubles gastro-intestinaux, là on parle de crampes abdominales, de vomissements, de diarrhée, etc., sont cités par plus de 44% des coureurs DNF, donc did not finish, qui n'ont pas fini la TDS, comme la cause principale de leur abandon. Là, c'était devant la fatigue générale et par près de 27% des coureurs DNF sur l'UTMB devant les douleurs aux jambes et devant la fatigue en numéro 3. Alors, je souligne que mes propos, comme souvent, sont ici vulgarisés. Les auteurs eux-mêmes ont d'ailleurs indiqué que l'étude en question, aussi intéressante et poussée soit-elle, est de faible niveau de preuve scientifique de par sa nature, qui est descriptive, déclarative et rétrospective. Si ces sujets vous intéressent, je vous recommande encore une fois la lecture du livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied » de Blaise Dubois, écrit avec la complicité du journaliste et éditeur Frédéric Berg et la collaboration de plus de 50 experts internationaux, dont Guillaume Millet, que j'ai cité un petit peu plus tôt. Dire que cet ouvrage est une mine d'informations, regardez son épaisseur, c'est un doux euphémisme. Et là, j'ai entre les mains la toute nouvelle édition, l'édition 2022, la deuxième, avec une petite nouveauté, c'est la couverture cartonnée. Moi, le mien, le précédent, était déchiré de partout. Donc, moi, je suis très content d'avoir la version cartonnée. Vous pouvez commander ce bouquin sur le site de la clinique du coureur. Je vous propose de passer maintenant à la question Nolio, la plateforme en ligne d'entraînement. La question Nolio. Alors, c'est une question qui fait aussi le pont avec la précédente question sur les abandons. Faut-il renoncer à prendre le départ d'une course lorsqu'on ne se sent pas prêt? Il y a dans « ne se sent pas prêt » le « se sent » que je trouve particulièrement important. Ça interroge encore une fois sur la préparation physique et mentale et sur l'objectif cible.
Sabine, je t'ai lu dernièrement, je me souviens plus bien sur quoi, mais je me rappelle que c'est l'une des fois où tu as dû regarder l'un de ces commentaires sur les réseaux sociaux et que tu n'as pas pu t'empêcher de commenter. Tu t'agaçais justement de ces personnes qui prennent le départ des courses alors qu'en fait, ils n'ont rien préparé ou se vantent de partir sans les armes en fait. Qu'est-ce que ça te suggère donc le fait de… Est-ce qu'il faut, je te repose la question, est-ce qu'il faut renoncer à prendre le départ d'une course quand on n'est pas prêt ou quand on n'a pas fait ce qu'il faut pour cette course? Ouais, en fait, c'était sur ma page Vercors Training Lab. Je partageais un podcast super intéressant, justement, qui disait qu'il ne suffisait pas de se dire je suis fort, je suis fort. Donc, pour le coup, c'était un Québécois, ouais, Un podcast qui québécois, effectivement, ça y est, ça fait remonte un dans mon esprit là. doctorat. Il fait un doctorat en préparation mentale, enfin, du coup, lié à la fac de psycho. Et ce qu'il disait était un peu plus poussé et très intéressant. Et donc, faut-il renoncer si on ne se sent pas prêt? Ben oui, moi, je trouve ça tout à fait justifié quand la préparation s'est pas s'est pas passée comme prévu, que ce soit pour des raisons personnelles, de blessures ou de maladies. Type j'attrape le Covid 2 semaines avant, à mon avis, c'est toujours cette histoire de mise en danger, en fait, qu'elle soit physique ou psychologique. C'est pas la peine d'aller se mettre en détresse sur une course, que ce soit un ultra ou même une course par exemple, vous êtes un athlète de bon niveau, vous aviez prévu d'aller à Sierzinal, mais vous n'avez pas pu vous entraîner du mois de juillet, vous décidez de renoncer cette année, moi je comprends. Après, c'est sûr que si c'est quelque chose à répétition, j'ai jamais vu une personne comme ça, mais si c'était une sorte de fuite, de vouloir à chaque fois renoncer au dernier moment, là, ça vaut peut-être le coup justement de faire de la préparation mentale pour voir est-ce que tu as vraiment envie de faire des courses, parce que c'est pas obligatoire. Et si oui, d'aller se confronter à ce qui fait peur, ouais. Il y a aussi ceux qui sont infiniment et jamais prêts, mais qui prennent le départ quand même. Ludo? Ouais, écoute, en préambule, au départ, tu nous as parlé un petit peu que cette question était en rapport aussi avec le L'abandon? message de Xa. Mhm. Et effectivement, après, il faut voir en fonction, quand tu es élite, comme Xavier, il n'est pas complètement remis de cette maladie, malheureusement, de pourriture de Lyme, là, qui fait qu'il se rentraîne, des moments ça va bien, des moments ça va pas du tout. Et forcément, même s'il lui avait décidé de venir pour le faire voir aux sensations, il l'a gagné 3 fois. Enfin, il y a tellement d'enjeux médiatiques que pour moi, il a totalement raison de mettre le clignotant et de ne pas aller se faire souffrir si ça passe pas, et avoir aussi, enfin, le mental, encore une fois, le fait de ne pas terminer ou de ne pas terminer dans les places que tu souhaiterais, c'est plus compliqué à revenir. Donc, je sais que c'était la mort dans l'âme pour lui de mettre le clignotant, mais je crois il a raison de s'écouter et il a raison de patienter et d'arriver plus fort. Je te remercie de replacer le contexte, parce que je suis parti tout de suite à poser la question à Sabine alors que j'avais prévu d'en dire un mot et de même citer en fait Xavier Thévenard. Évidemment, vous avez tous ceux qui sont intéressés par sa publication et son annonce qui est assez forte et structurée comme d'habitude, elle est en intégralité sur ses réseaux sociaux. Il a écrit, entre autres, je sais à quel point cette course, on parle de l'UTMB, donc exigeante, demande un investissement physique et mental. Il faut être à 100% le jour de l'événement pour mettre toutes les chances de son côté et prétendre boucler la boucle. C'est pour cette raison que cette année, je ne participerai pas à l'UTMB, puisque je ne suis pas en état de santé optimal pour pouvoir participer à cette course. Nico, je disais, on parlait au début du podcast dans la présentation que tu as toi aussi été dans une période un peu compliquée avec ton genou, tes blessures. C'est le genre de décision que tu prendrais toi aussi? J'ai pas la pleine possession de mes moyens, j'y vais pas. C'est Je pense respecter la course. clairement sur une course aussi difficile. Alors, est-ce que Xavier peut terminer l'UTMB en ce moment? Bon, je ne connais pas son cas, certainement dans les barrières horaires. Est-ce que ça l'intéresse? Certainement pas.
Donc, c'est la raison principale pour laquelle il prend le départ. Moi, mon cas personnel, j'étais arrivé à un point où en fait, ça me faisait, entre guillemets, passez-moi l'expression, chier d'aller courir parce que j'avais tout le temps mal. Et en fait, quand ça commence à être ça, voilà, tu n'as plus de plaisir. Donc, en fait, prendre le départ d'une course, quand déjà, tu n'as pas de plaisir, c'est compliqué, quoi. Alors, des fois, tu te berces un peu d'illusions en te disant ça va aller le jour de la course, ce genre de choses. Après, dans le fait de sentir, c'est une émotion, c'est quelque chose de subjectif. Donc, je pense qu'il faut essayer aussi quand même des fois de mettre de l'objectivité. C'est-à-dire que tu peux dire, ah, je me sens pas prêt. Je prends mon cas pour l'OCC parce que ça fait pas longtemps que j'ai repris. Mais tu peux aussi te détacher, regarder, dire qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, mais en fait, quand même, ce que j'ai fait, c'est déjà pas si mal. Je serai peut-être pas à 100%, mais je serai à 98%. Et est-ce que quand on a 98%, il faut prendre le départ? Moi, la réponse, c'est oui, parce qu'après, il ne faut pas tomber dans l'excès qu'on a constaté parfois. C'est que si je ne suis pas au top du top, je ne prends pas le départ. Mais en fait, si tout le monde fait ça, il n'y a plus personne sur une ligne de départ, quoi. Parce que des mecs qui sont à 100, 102%, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a toujours qui ont eu un petit pépin. Je pense qu'il faut aussi respecter la course quand tu es un athlète élite. Tu as fait de ton mieux. S'il n'y a pas de raison médicale, mentale, de blessure pour ne pas prendre le départ, bah, tu prends le départ avec tes capacités. Et en fait, finalement, moi, c'est le sens que j'y trouve aujourd'hui, c'est que le résultat, on s'en moque un petit peu, c'est est-ce que tu vas faire du mieux possible le jour de la course? Et en fait, peut-être que quand tu es dans le top, tu es capable de gagner l'UTMB, et puis peut-être que quand tu es dans une journée plus moyenne, bah, tu vas jouer pour le top 5. Après, tu peux autant te dépasser en jouant le top 5 qu'en jouant la gagne. Moi, je dirais que ça dépend vraiment, tu vois, de ce côté physique, s'il n'y a pas de blessures physiques. Alors après, là, on parle un peu des élites. Ce qu'on a parlé sur le niveau de préparation, c'est difficile parce que les organisateurs, ils ne peuvent pas mettre des barrières horaires trop serrées parce que il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas si loin que ça des barrières horaires. C'est eux qui payent les dossards, c'est eux qui font vivre les organisations. Après, il faut un juste équilibre. C'est-à-dire que quand c'est trop facile, ben, il n'y a pas besoin de se préparer. Et donc, du coup, c'est dur de se préparer, on ne va pas se mentir. S'entraîner, les sports d'endurance, c'est des sports qui sont exigeants mentalement, physiquement. Et je pense qu'il y a des gens qui font ça aussi un petit peu pour voilà, se dire ah voilà, j'ai fait telle course, mais qui n'ont pas un vrai amour de la préparation. Moi, ce que j'aime, c'est me préparer. Là, tu me dis, tu n'as pas le droit de prendre le départ de l'OCC. Ah, je dirais, c'est pas grave. L'OCC, ça m'a permis de passer plein de temps en montagne, de me préparer, d'avoir ce phare qui te guide. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on l'a constaté sur le Trail des Passerelles cette année. On avait proposé une épreuve mystère, alors qui était peut-être un peu trop exigeante, mais qui n'était pas, pour moi, quelque chose d'infaisable quand on est préparé. Et il y a eu des réflexions de gens qui te disent oui, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, des fois, tu as envie de leur répondre ouais, mais dans Inconnu, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et en fait, les gens s'étaient imaginé des choses pensant être prêts en disant oui, les passerelles, c'est pas technique. Oui, mais en fait, on ne vous parle pas du parcours que vous faites chaque année, c'était inconnu. Et du coup, il y a quand même souvent, les gens ont du mal aussi à prendre sur eux, tu vois, l'échec de dire ah non, là, je me suis surestimé, j'ai pas pris. J'ai pas pris conscience de à quel point ça pouvait être difficile. Et donc, ouais, faut renoncer quand il y a des réelles raisons. Après, parfois, il faut aussi renoncer parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de faire ça et qu'on ne le fait pas pour soi. Parce que quand on le fait pour soi, en principe, on s'est entraîné, on s'est préparé et on est prêt en fonction, comme on disait tout à l'heure, de sa vie et de ses contraintes professionnelles et personnelles. Et tu as donné encore un bon conseil, c'est qu'il y a aussi la possibilité, quand c'est possible dans le règlement et que ça n'a pas un coût supplémentaire, par exemple, d'aller chercher la course qui est la une plus petite course et qui est plus. Oh là là, j'ai du mal avec avec cette phrase. Mais bref, passer, comme tu l'as fait, de la CCC de 100 km à l'OCC de un petit peu plus de 50, parce qu'elle est plus adéquate au niveau de préparation. Ludo. Ouais, je vais juste rajouter un petit truc, Ouais. Nico. C'est le fait que, en fait, je pense qu'on a un peu perdu cette notion de progression. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire un 25 km en 4 heures, je débute, c'est pas ça. Et se dire, l'année prochaine, j'ai essayé de faire 3h45. Et puis peut-être une troisième année, j'essaie de faire 3h30. Et une fois que j'aurai fait 3h30, tiens, je vais aller faire le maratrail. Aujourd'hui, j'ai fini à 25, je vais faire un maratrail, puis je vais faire un 65. Et en fait, je pense que des fois, c'est des paliers qui sont trop et c'est ça qui conduit un peu aux abandons, mais aussi au fait de ne pas se sentir prêt. C'est qu'en fait, on n'a pas laissé le temps au corps et de se préparer pour aller faire ce qu'on imagine vouloir faire, mais qui n'est pas toujours possible, quoi.
C'est ce que la transition est parfaite, c'est la question que j'allais poser à Ludo. Il y a une différence en fait entre un objectif et un rêve. C'est pas la même chose nécessairement. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pour ça que beaucoup, c'est compliqué, même si tu es pas prêt, physiquement. Quand tu as réussi à avoir ton dossard pour une des grandes courses, c'est un rêve, ça fait longtemps que tu te prépares pour ça ou pas assez parce qu'il y a eu des pépins et tu prends le départ même en n'étant pas au top niveau, mais tu as envie de connaître le départ, voir comment ça va se passer sur la course et si tu as le bonheur de terminer et d'arriver en héros, tu es regonflé à bloc pour quelques mois. Et puis ne pas cumuler aussi, enfin peut-être à la base, quand on en revient à la définition des objectifs, beaucoup de personnes, un petit peu comme je vais le faire demain, font leur saison de manière rêveuse dans ce qu'ils aimeraient dans le meilleur des mondes faire. Ils se planifient pour le reste de l'année des courses ambitieuses, puis peut-être sont trop butés pour se rendre compte enfin oui, se rendre compte que ça ne va pas le faire, mais ils veulent aller au bout des lignes qu'ils ont indiquées un jour sur leur page Facebook ou leur page Instagram. Ouais, mais après, ils ont totalement le droit, hein. Après, c'est aussi leur problème à eux, quoi, tu vois, Bien en sûr. fonction des objectifs qu'ils se sont fixés, de ce qu'ils rêvent dans la vie. Mais voilà, et puis des moments, ça passe pas et tu vois que ton rêve te fait beaucoup plus mal que de bien, quoi. Tu disais que tu voyais moins de personnes qui rampent à la fin des courses, mais est-ce que tu vois aussi avec l'augmentation des candidats à courir un trail, hein, pas forcément un Mmh. ultra trail, est-ce que tu vois aussi cette augmentation de gens qui veulent en faire toujours plus et qui parfois sont à la limite? Ah ouais, malheureusement, enfin voilà, il y a des personnes avec qui je discute et je leur pose souvent la question, mais tu pas l'impression que ça devient addictif? T'as pas l'impression de devenir, malade? Est-ce que tu cours pour les bonnes raisons? Tu sais que ça, c'est mon grand slogan et voilà, et souvent en discutant avec ces personnes, ils me disent: «Ah, tu as peut-être raison» et comme disait Sabine à un moment: «Qu'est-ce que tu fuis?» Qu'est-ce que tu fuis? Voilà, pourquoi tu vas courir autant? Pourquoi tu as besoin de sentir, autant de mal? Pourquoi tu as besoin de te faire autant de mal? Pourquoi tu as besoin ou d'être autant glorifié ou je sais pas, après c'est chaque personne peut répondre à ça, mais oui, on commence à avoir des coureurs, hommes et femmes d'ailleurs, hein, qui enchaînent, qui enchaînent, qui enchaînent, qui enchaînent et ouais, moi je prône pas ça en tout cas et ça m'attriste pour eux parce que je pense qu'il y a un côté addictif dangereux. La fameuse bigorexie pour Ouais. certains d'entre eux, la espèce de drogue du sportif. Je crois que tu voulais réagir, Sabine. Ouais, je pense qu'il y a clairement une sous-estimation de la fatigue que ça engendre de parcourir 100 miles, hein. Quand on voit des sportifs amateurs qui vont se faire un planning de course plus chargé que les athlètes du Team Salomon, moi, ça me questionne. Quand tu prévois dans ton été d'enchaîner UT4M et UTMB et peut-être une diagonale en fin d'année, enfin, Je c'est de pensais, la... Hugo n'étant pas là, je me suis dit, on va pas parler de casquette verte. Eh ben oui, Ah non, je on le, pensais pas à on casquette le verte, cite. Ah bah c'était, ok. mais enfin, casquette verte, à la limite, j'ai l'impression qu'il a des capacités de récupération assez hors normes. Ah, Mais le c'était problème, plus c'est que c'est pas le pour cas la de tout joke. le monde. Et puis, je voulais aussi revenir là par rapport à Xavier Thévenard. C'est vrai que souvent, justement, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais les athlètes pros, c'est facile parce que finalement, ils ont juste à s'entraîner et à gérer un peu leur partenariat. Et puis, ils n'ont rien d'autre à côté, alors que moi, je travaille, j'ai une famille et tout. Donc, oui, c'est vrai, mais il faut aussi se rendre compte de la prise de risque que ça et de la pression que ça met, parce que justement, Xavier Thévenard, il me semble que c'est aussi, ça coïncide avec un moment où il avait décidé de ne plus travailler à côté en tant que moniteur de ski de fond. Donc, en fait, de mettre tous ses œufs dans le même panier, et bim, une petite bactérie comme ça qui l'envahit, et ça lui met tous ses plans par terre. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup de courage de la part des gens qui décident d'être athlètes professionnels et que aussi, si on te propose un contrat d'athlète professionnel, c'est que tu as fait, t'as fait quelques efforts un petit peu avant, hein. C'est pas le postier qui vient sonner chez toi pour te proposer ça. Donc, ben, respect aux athlètes pro aussi.
en fait à tout le monde dans ses choix. Et puis bon rétablissement à Xavier. Bah, absolument, toute la bande AD+, je pense, lui souhaite un bon rétablissement et pour conclure ce débat, cette discussion, on peut dire que réviser, un plan prévu, c'est jamais une mauvaise chose. En fait, c'est important quand on a des objectifs, surtout sur le long terme, de les re-questionner régulièrement pour savoir si on est dans le vrai, plutôt que d'aller dans le mur. D'ailleurs, Merci à Nico, excuse-moi de te couper, mais Xa nous écoute et en fonction de son emploi du temps, et là, comme il ne court pas, et des obligations de ses partenaires sur l'UTMB, s'il peut, il viendra nous faire un petit coucou. Eh ben, ce sera évidemment avec grand plaisir. Il est évidemment invité, Xavier, c'est quand tu veux. On prendra contact avant la prochaine émission qui aura lieu la toute veille du départ de l'UTMB. Merci à tous les trois. Concernant notre partenaire Nolio, bonne nouvelle, l'application est enfin disponible sur l'Apple Store. Apparemment, vous étiez nombreux à l'attendre. Et pendant que j'y suis, nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Mais François et Alexandre, les deux ingénieurs qui sont derrière Nolio, font évoluer l'offre de la plateforme d'entraînement en ligne. Ils proposeront à partir de la rentrée la possibilité pour tous les sportifs qui n'ont pas d'entraîneur de trouver un plan d'entraînement qui leur convient ou qui lui convient, puisque je dis tout sportif, ou même un entraîneur. Donc, Nolio évolue dans le sens du plus grand nombre. C'est l'occasion de vous rappeler, chers auditeurs, que nous vous offrons 2 mois gratuits pour essayer Nolio, qu'utilisent ici, si je ne m'abuse, Sabine et Nico. Pour en bénéficier, il suffit de vous abonner au compte Premium avec le code LBAD+, en toutes lettres. Donc plus, cette fois-ci, s'écrit PLUS. Rendez-vous donc sur nolio.io et Nolio, ça s'écrit NOLIO. Je vous propose de passer maintenant à la destination de la semaine. Arrêt à la station de trail. À la station de trail de Champs-Rousses, la station de trail du massif de Beldon en Isère. C'est à 30 km de Grenoble. Alors, Beldon, ça résonne pour beaucoup de trailers. Sabine en a parlé il y a quelques instants. On pense à l'UT4M, on pense à, dans quelques jours, l'échappée belle qui aura lieu. L'UT4M, ça s'est déroulé en juillet. Et quand on pense à Champs-Rousses, on pense encore souvent, je suis sûr que c'est le cas pour Ludo, aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Et je ne veux surtout pas dire que tu es vieux. Hein. J'interprète au fur et à mesure ce que je dis, puisque donc, toutes les épreuves de ski alpin s'étaient déroulées à Champs-Rousses. Et puis, on avait vu le grand Jean-Claude Killy remporter 3 médailles d'or sur les épreuves de descente, slalom et slalom géant. Et puis, Marielle Guachel avait, elle, remporté le titre olympique sur le slalom. Mais là, je m'égare. Champs-Rousses, donc, c'est plus de 80 km de sentiers et 13 parcours balisés à raison de 4 parcours verts, 4 bleus, 3 rouges et 2 parcours noirs, le noir signifiant parcours difficile. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Beldon, il faut retenir que c'est un paradis du caillou ou un enfer, ça dépend un peu le point de vue de chacun. Je pense qu'Hugo parfois parle plutôt d'enfer. Il faut donc vous attendre à des sentiers techniques que les trailers montagnards apprécient tout particulièrement. Champs-Rousses, c'est le gymnase de montagne des Grenoblois, m'a dit le commentateur sportif Christopher Hardy, que tu connais bien, Ludo, puisqu'il est l'un des speakers de l'UTMB à tes côtés. Aujourd'hui, il est directeur de l'Office de tourisme de Champs-Rousses et donc il aime prévenir que les sentiers de Champs-Rousses ne sont pas faciles. Ce qui distingue cette station, outre les cailloux, c'est que l'on se promène entre les étages alpins et subalpins, donc entre le minéral, la pierre et les alpages et la forêt. Et puis, il y a énormément de lacs dans le massif de Beldon, notamment le célèbre lac Achard, qui se situe justement sur la ligne végétale. Donc, ce dernier rempart avant la roche, ce qui offre dans un même espace une grande diversité de paysages et d'ambiances de montagne. Après 17 heures, comme c'est le cas en ce moment en plein été, vous pouvez observer beaucoup de bouquetins. Si vous patientez un petit peu, paraît-il que les couchers de soleil sont sensationnels. Je dis paraît-il parce que je n'ai pas eu la chance de les voir ni de les vivre. Sylvain, qui s'occupe en partie de la station de trail, m'a vanté des dégradés de couleurs dans la palette de violet, par exemple. Moi, je l'écoutais parler, j'avais l'impression qu'il me parlait des aurores boréales dans le Grand Nord québécois.
Autant dire que moi, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Christopher a renchéri en parlant de la mer de nuages au-dessus de Grenoble que l'on peut observer parfois depuis la croix de Champs-Rousses, qui est au sommet à 2250 mètres d'altitude. D'ailleurs, quand les nuages se dissipent, courir ou skier d'ailleurs l'hiver, juste au-dessus de cette grande métropole, c'est assez enivrant. Les perspectives s'effacent complètement et on a l'impression d'avoir tout à portée de vue. À noter que Champs-Rousses est l'une des rares stations à avoir une télécabine qui se rend jusqu'au sommet. Et là-haut, on a un belvédère fabuleux sur l'Oisans d'un côté, puis sur la ville Grenoble de l'autre. S'il y avait un parcours à vous recommander, ce serait le numéro 10. C'est un 12 km pour 650 mètres de D+, parce que c'est un des plus beaux itinéraires de Champs-Rousses et qu'il reprend le parcours découverte du Trail des Lacs de Champs-Rousses-Belledonne. C'est un trail qui se déroule normalement en juillet, mais il n'a pas eu lieu cette année comme prévu en raison d'un éboulement au niveau du refuge de l'Apra. C'est le plus grand refuge de l'Isère, si je ne m'abuse. Donc, il n'a pas été annulé non plus. Il a été reporté en octobre. Par contre, le Maratrail, lui, a été annulé et vous pourrez courir ce 12 km justement qui est maintenu. Donc, ce 12 km de la station de trail sert d'entraînement pour la course, c'est parfait. Le parcours part depuis l'office de tourisme à 1750 mètres d'altitude en direction du lac Achard et passe par les sublimes lacs Robert, mais aussi par le lac Pourrette et le lac Vallon avant un retour à la station. C'est un trail qui est relativement court, 12 km. La station de trail de Champs-Rousses profite également du GR 738 qui passe par là, le chemin de grande randonnée de la haute traversée de Belledonne. C'est 130 km avec 14 refuges tout du long pour le parcourir tranquillement en étapes. Attention, dans le secteur du refuge de l'Apra, justement, il y a 10 patous qui gèrent 5 troupeaux. Nous parlerons de ce sujet dans la bande AD+, une autre fois. Je sais que c'est un sujet qu'aime bien Sabine. Mais bref, soyez vigilants à ces chiens de berger qui font leur travail à la vie, à la mort. Outre une station de trail qui, en passant, est labellisée Flocon Vert, vous retrouvez à Champs-Rousses une station de ski alpinisme, une station de vélo de route, une station de VTT, une station spécifique vélo assistance électrique. Mais attention, s'il est possible de faire du sport plein air toute l'année, la station de Champs-Rousses n'est réellement vivante que durant les saisons estivales et hivernales. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir les commerces ouverts tout le reste du temps. C'est mieux de le savoir. Il y a environ 200 personnes tout au plus qui vivent dans le village à l'année. Mais bon, ça a vraiment du charme en intersaison pour ceux qui veulent uniquement partir s'amuser ou méditer à leur saison en montagne. Par contre, pendant les saisons touristiques, et il y a tout ce que vous pouvez espérer. Et notamment, si vous êtes parent comme moi, vous pouvez trouver une activité sympa à faire avec vos enfants pendant que vous, seul ou en amoureux, vous partez en montagne. Donc, pour plus de détails, j'en ai dit beaucoup, mais vous pouvez retrouver tous les détails et notamment tous les parcours de la station de trail de Champs-Rousses sur le site web onpiste.com ou l'application OnPiste. L'application vous permet de vous préparer et partir sur les sentiers avec, en plus du balisage de la station de trail, une cartographie précise sur votre téléphone, une géolocalisation et la possibilité d'avoir un guidage audio. Vous écoutez la bande AD+. Troisième et dernière question, elle concerne l'ultra-terrestre Kilian Jornet. Il semblait, je dis bien, il semblait un petit peu en retrait ces dernières années. Puis 2022, après avoir quitté son équipementier de toujours, Salomon, il lance sa marque Normal, on en a parlé dans le premier podcast, et s'engage sur plusieurs grands rendez-vous de la saison de trail. Chaque fois, il sort une performance folle, avec victoire plus record, comme à Zegama, comme à la Hard Rock, où il a quand même collé 15 minutes à François Daen alors qu'il l'a quitté sur les 10 derniers kilomètres, en faisant une accélération et en maintenant le rythme qui donne une bonne idée de la forme du garçon. Alors, comment est-ce que vous analysez tout ça? Et j'avoue, j'anticipe un petit peu un nouveau spectacle ce week-end à l'occasion de Sierzinal, format court de course en montagne, puis évidemment, à la fin du mois, l'UTMB, c'est aussi un fil rouge, j'ai l'impression, de ce podcast aujourd'hui, avec en plus Jim Wemsley pour faire le lièvre pendant l'UTMB.
Est-ce qu'il faut s'attendre, ce n'est pas la question que je vous pose forcément maintenant, mais à un record également sur l'UTMB qui n'est pas tombé depuis un petit moment, où j'ai l'impression de dire une bêtise en disant ça, puisque je confonds avec le record de François Daen qui était en 19h01 en 2017, mais le record ne correspond pas à la comment dirais-je, au parcours officiel, puisqu'il avait été coupé notamment aux pyramides calcaires en raison d'un éboulement, etc. Nicolas, est-ce que tu veux partir sur cette analyse de cette saison de folie du jeune catalan, comme dirait Robin Schmitt? Ouais, c'est d'abord, je pense, qu'il faut qu'on mesure la chance de vivre à l'époque de quelqu'un comme Kylian, parce qu'il a gagné son premier UTMB en 2008, donc ça va faire 14 ans. Quand tu fais du sport, même si le trail n'est pas encore un sport de très haut niveau, 14 ans de présence au plus haut niveau, c'est quand même exceptionnel. Et il est toujours au plus haut niveau, et c'est toujours l'un des 2-3, voire le meilleur trailer du monde. Son record à Zegama était vraiment impressionnant. Je pense que il y a eu des conditions là-bas dans le Pays Basque qui sont pas toujours évidentes, et là on avait vraiment eu des conditions assez sèches, donc le terrain était rapide, pas trop chaud pour autant le jour de la course, donc vraiment des conditions idéales, mais malgré tout il faut aller claquer ce record. Je pense que on a eu une évolution de la carrière de Kylian, qui est passé de quelqu'un qui faisait beaucoup de montagne, qui allait faire des courses un peu en enchaînant, à quelqu'un qui a beaucoup plus maintenant une vraie démarche de pratique, on va dire, plus classique de haut niveau, c'est-à-dire avec des vrais sites de préparation, même si là, ce qu'il essaye de faire, en particulier l'enchaînement hard rock, Sierzinal, UTMB, c'est exceptionnel. Après, il veut gagner, je pense, les deux plus grandes courses sur le format court que sont Zegama et Sierzinal, les deux ultras un peu les plus peut-être médiatiques, en tout cas les États-Unis. Alors moi, je pense qu'il y a un petit peu d'intérêt médiatique derrière, enfin marketing plutôt, avec sa marque de marquer le terrain aussi aux US. Je pense que c'était pas pour rien que Dakota aussi, qui fait partie de la team normale, était au Dakota départ. Jones, troisième de l'épreuve. Voilà, moi je suis très curieux de voir Sierzinal. Pour moi, c'est le plus gros défi pour Kylian dans son challenge. Alors, je dis pas qu'il va gagner l'UTMB, hein, mais il y a moins de densité, il y a moins de concurrence à l'UTMB. Alors, bien sûr, c'est plus long, il y a plus d'aléas qui peuvent avoir lieu, mais bon, sur Sierzinal, moi, j'attends avec impatience le match. Apparemment, les dernières séances, mes informateurs m'ont dit que il n'était pas si mal. Après, il craint un peu la récupération peut-être, et la chaleur qui pourra avoir lieu. C'est pas sûr qu'il ait pu vraiment s'acclimater. Je pense qu'il faisait pas si chaud que ça en Norvège ces derniers temps. Il y a ces éléments-là. Après, on voit depuis quelques temps, on va m'excuser, j'ai pas son nom, mais il y a un Kenyan qui court pour Run Together, si je dis pas de bêtises, qui a gagné la montée du Nidec, qui a gagné la manche de Coupe du Monde de Prémana récemment. Qui, je pense, est le Kenyan le plus fort qu'on ait jamais vu en Europe sur le trail. Donc, du coup, je pense que ça va partir très, très vite. Donc, l'inconnu, c'est est-ce qu'ils vont tenir 2h30, enfin, voire moins. Est-ce que Kylian recourra à 2h25? Ça me paraît difficile quand même, parce qu'il n'aura pas complètement récupéré de la hard rock. Mais voilà, ça va être une super course. Mais quoi qu'il en soit, même si ça devait se conclure par 2 victoires qu'il a déjà et puis 2 podiums sur les 2 courses qui restent, c'est juste hallucinant, parce que juste être sur une fois dans sa carrière sur le podium de l'une de ces 4 courses, c'est déjà, je ne vais pas dire une carrière réussie, mais c'est déjà un sacré niveau pour un athlète. Donc faire ça en enchaînant, c'est juste incroyable, et on a beaucoup de chance de le côtoyer. Et puis en plus, c'est au-delà d'un athlète exceptionnel, une personne exceptionnelle qui est très abordable quand tu as la chance de pouvoir discuter avec lui. Donc un grand bravo, limite cœur avec les doigts pour Kylian. Et puis, il a quand même osé en toute humilité dire que sur la fin du parcours de la hard rock, il était déjà en train de penser à Sierzinal pour peut-être pas trop en faire et garder des batteries. C'est quand même. Il s'est passé exactement ce que je prévoyais, hein. Je pense qu'il courait avec François, et boum, à l'approche de l'arrivée, Attaque. j'y vais. Comme il avait gagné, c'est pas de bêtises, Ludo me corrigera, mais l'UTMB 2011, quand ils avaient été avec ses deux compères espagnols et Seb Chenio, et Iker Carrera lui avait dit à Argentière, parce que Santanares ne passait pas par la tête au vent à cause du mauvais temps,
Vas-y, c'est bon, tu vas pas m'attendre jusqu'à l'arrivée. Et puis il avait pris 10 minutes en 10 bornes roulantes à la fin. Donc ouais, je pense il a cette capacité-là. Et quand on connaît le niveau des autres coureurs et cette capacité à faire ça, c'est exceptionnel, quoi. Ouais, c'est ça, mettre 15 minutes à François Daen sur 10 kilomètres. Je pense que en plus, ça aussi, c'est rare d'avoir la plus grande vitesse sur les 10 derniers kilomètres d'un 100 miles. Ça arrive pas souvent. Là, c'est souvent on est plutôt au début. Ludo, alors toi, tu connais bien l'UTMB, tu connais très bien Kylian Jornet. Comment tu analyses tout ça? Donc, à la fois sa performance exceptionnelle, sa longévité aussi, on va dire, hein. Il est content de pouvoir battre des petits jeunes. Et puis, c'est ça, cette question marketing, qui n'est pas, c'est pas une question de jugement, mais est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il est en train de réussir à associer un exploit sportif réel et un exploit marketing, parce que c'est comme ça qu'on peut le voir avec le lancement de la stratosphérisation d'une marque qui n'existait pas il y a encore quelques semaines, quelques mois. Ouais, mais tout ce qui touche, il le transforme en or et il y a que juste à écouter et j'inviterai, bien sûr tous les auditeurs à regarder visuellement le podcast. Quand tu vois un grand champion comme Nico et tu vois qu'il a les yeux qui pétillent et qui brillent quand il parle de Kylian Jornet, c'est ça Kylian Jornet. C'est qu'il nous fait tous rêver. C'est quelque chose, ouais, j'en parle et j'ai les poils qui se dressent sur les bras, quoi. Depuis que je l'ai rencontré, ouais, en 2008, mais ce garçon, il est phénoménal. On ne pourra jamais expliquer. Je ne connais pas, moi, de coureur qui est capable de courir un 27, un 30 bornes avec les meilleurs au monde et courir un 100 miles avec les meilleurs au monde et de le gagner les deux, quoi. Enfin, ce garçon, il est juste incroyable. Et comme dit Nico, on a une chance de pouvoir côtoyer un garçon comme ça. Et euh, on peut pas, enfin, Kylian reste Kylian, quoi. Tu vois, il a pas de coach, c'est lui qui s'entraîne, il se connaît parfaitement. Quand il a décidé un objectif, il va jusqu'au bout, il sait se préparer. Là, il est en train de nous le démontrer. Il a mis un moment à aller chercher aussi le record de Jonathan Wyatt sur Sierzinal, mais il a réussi. Puis là, il vient sur Zegama, il a non, bon, mais il a été stratosphérique. On l'a vu là sur la Hard Rock, et pourtant ils se sont fightés les deux. Enfin, ils étaient pas en promenade, hein, et sur Non, non, la fin, il accélère. puisque François Daen est dans le record aussi, hein. Et du coup, évidemment que il y a aussi un coup médiatique, mais moi j'ai d'abord un respect pour le père, pour l'homme, pour le montagnard, pour ce garçon qui court avec passion et qui reste très très humble et qui est un garçon. J'ai la chance de le côtoyer en dehors et qui est un bonhomme. Sans parler, on peut passer toute une soirée à parler autre chose que du trail, quoi. Hmm. Ce garçon, moi, je ne sais pas quand il dort. Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'il connaît tous les réseaux, il suit tout. Il sait ce que va faire Nico et il sait s'il entraîne ses athlètes. Moi, il m'a posé des questions des fois sur Abdou ou sur Laurie à une époque. Je me disais, mais comment il fait pour nous suivre tous, quoi. Enfin, c'est ça, Kylian. Il est en train de réussir à sa vie de famille. Il a 2 enfants merveilleux, une femme extraordinaire qui est en train de revenir. Qui Heu, revient. Ouais. ouais, enfin, je veux dire, Yannick je sais pas, Forsberg. on peut que tarir d'éloges. C'est un garçon, moi, qui me bluffe et j'ai pas de réponse. J'ai pas de T'as réponse. pas la réponse à c'est quoi son secret. Ça reste C'est un mythe, ça, quoi. on n'est pas, tout à l'heure, vous en parliez, Sabine et Nico, on n'est pas tous faits pareil. Lui, clairement, il est pas fait pareil que nous, quoi. Enfin, Ah, moi, je pense que c'est Ça- ce qui s'est passé dans son enfance. Il ouais. a eu une enfance qui est hyper particulière. On en parlait avec mon entraîneur Patrick Bringer. Je change de sujet, mais au Kenya, avec un entraîneur dont j'ai mangé le nom, qui a eu 100 médaillés mondiaux et olympiques. Il n'y en a pas un qui venait de la ville, pas un seul. Tous des petits villages. Qu'à un moment donné, c'est pas une épreuve scientifique, mais quand tu es à 100 athlètes médaillés mondiaux olympiques, il y a, je pense, énormément de choses. On parle souvent du talent. Moi, je pense que le talent, certes, il y a les gènes que tu as à la naissance, mais il y a aussi l'expression de ces gènes. Et il y a énormément de choses qui se passent avant qu'on s'entraîne réellement, en fait. Entre 0 et, je ne sais pas, Sabine est peut-être plus calée que moi là-dessus, mais 0 et 18 ans, en fait, tu construis beaucoup de ce que tu pourras faire dans le futur. Après, tu pourras t'entraîner beaucoup, mais tu auras un plafond de verre. Et je pense que ce plafond de verre, tu le montes dans cette période-là, quoi. Je- Ouais tu me- et tu- Vas-y, Ludo. Après, je Et passerai pour la dire, parole enfin voilà, il y a des garçons, heu, quand on parle à 12-13 ans, quand il a Font-Romeu, à 14 ans, quand il fait des crosses, il fait contre qui il court? C'est Martin Fourcade.
On connaît le succès de Martin. Enfin, tu vois, il y a pas de hasard depuis le début. Il n'y a pas de hasard, quoi. Il vient en ski alpinisme et à 16 ans, il est déjà champion du monde. Il arrive complètement comme ça à l'UTMB, première participation. Il mange des sandwichs, des petits sandwichs triangles, beurre, jambon et des fraises tagada et il met la fessée à tout le monde. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est passionnant et on est content qu'il revienne sur du long et on attend qu'une chose. On a vu une belle bataille à la Hard Rock, tout le monde était connecté et je pense que fin août, pour laisser la place à Sabine, fin août, ça va être juste génial en espérant qu'il ne se fasse pas piquer par une guêpe et puis qu'il y ait le parcours complet, comme tu disais, pour pouvoir avoir des références temps et que Jim va tenir jusqu'au bout et qu'ils vont se rendre coup pour coup et puis on va tout simplement vibrer, à kiffer, aller voir heureux, quoi. Sabine, Voilà. je voulais te poser la question d'un point de vue, toujours sur l'analyse de Kylian Jornet. Je sais que tu es pointu, Nicolas, en faisait allusion sur les chiffres. C'est quoi ton analyse de ce Kylian Jornet? On dit c'est très médiatique, je suis le premier à l'utiliser, le terme ultra-terrestre, etc. Qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel au sens littéral du terme, en termes de chiffres ou de statistiques? Est-ce que tu as des réponses à ça? Je pense qu'il a un retourneur de temps, Ouais. comme Hermione. Non, ouais, c'est sûr. Moi, je buvais vos paroles. C'est clair, je connais personne qui fasse comme ça l'unanimité, autant dans sa personne que dans ses performances. J'ai l'impression que c'est un honneur pour n'importe qui de finir deuxième derrière Kylian, quoi. Et il est physiquement exceptionnel. Je pense qu'il est d'une intelligence exceptionnelle aussi. Et donc cet enchaînement-là qui prévoit cet été, donc on a vu depuis quelques années qu'il s'est mis à cibler des courses puisqu'il les a déjà toutes gagnées, donc il essaye de faire ça en plus avec la manière. Et en fait, l'enchaînement qu'il vise, c'est inatteignable pour n'importe qui, mais pour Kylian, en fait, il y a une certaine logique parce qu'il va faire la hard rock. Après, il remet de la vitesse, il fait Sierzinal et il va sur l'UTMB. Et bon, on voit que quelqu'un d'exceptionnel comme François Daen disait que la récup entre les deux avait été compliquée. Donc, à voir si la récup de Kylian Jornet est meilleure, c'est possible. C'est vraiment possible quand tu vois que le type se fait des allers-retours au Mont Blanc pendant l'affûtage et qu'après il met une fessée à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai quand même une petite pensée. En 2008, je ne connaissais pas encore le trail, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû grincer des dents du genre ah, c'est qui ce petit jeune de 18 ans? Il va se griller, il grille toutes ses cartouches et tout. Et puis de voir qu'il est là 15 ans plus tard et qu'il continue à gagner sur tous les formats, c'est quand même assez drôle. Donc, ouais, comme tout le monde, j'ai hâte de voir cette course de l'UTMB, c'est clair et net. Ouais. Ça va être, Et de Sierzinal à plus court Ça va terme. être excitant, mais c'est ça, c'est ce Sierzinal qui est quand même étonnant entre les deux, puisque tu disais, on va voir comment il est capable de récupérer, mais est-ce que, je sais pas, un coureur normal, sans mauvais jeu de mots, est-ce que il n'utiliserait pas une course entre deux gros objectifs pour justement une course test, mais certainement pas pour aller chercher un objectif? Lui, il place une course de référence absolue dans le monde de la course en montagne au milieu de ces deux monstres. Et en fait, comme tu viens de le dire il y a quelques instants, corrige-moi si je dis une bêtise, mais en termes physiologiques, c'est pas assez la durée entre hard rock et UTMB pour récupérer. On est d'accord, le commun des mortels n'a pas le temps de récupérer. En tout cas, je parle pas des amateurs, mais là pour le coup du très haut niveau. Et ouais, mais c'est le commun des mortels. Ouais, Donc, en fait, on n'a pas de point de comparaison. Peut-être ouais. Kylian Jornet en est capable et personne d'autre, quoi. Et en Parce que plus, pour rebondir sur ce que disait Ludo tout à l'heure, c'est qu'il a aussi été transparent, je ne sais pas s'il l'est encore, mais je pense au programme Quartz par exemple, il n'a jamais eu de problème à mettre régulièrement ses analyses de sang. Donc en plus, non seulement ce niveau exceptionnel, on a beaucoup parlé avec des mots dithyrambiques sur le cyclisme, de performances incroyables, et finalement on se retrouvait parfois, trop souvent en tout cas, avec le mot dopage pour mettre le point final. Dans le cas de Kylian Jornet, il y a une grande transparence aussi autour de ça depuis le départ. Enfin, depuis le départ, ouais. depuis longtemps. Ouais, et puis comme l'a souligné Ludo, en fait, il est exceptionnel depuis son plus jeune âge. Donc, même à un âge où c'est
pratiquement impossible qu'il ait été approché par des personnes qui le dopent. Il était déjà au-dessus du lot, en fait. Et après, derrière, il a fait un sans faute pour continuer à s'améliorer, parce qu'il faut voir que le niveau monte quand même d'année. Enfin, en tout cas, se densifie d'année en année et que lui, il reste devant, quoi. C'est ça qui est fou. Je Et vous pose ouais. une question pour terminer. Oh, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, Non. et c'était juste au niveau marketing. Par contre, du coup, ça, c'est pas tant mon champ. Pour moi, en fait, Kylian Jornet, il est tellement exceptionnel que j'ai du mal à associer ça à des baskets. Tu as envie de dire, mais en fait, il pourrait y aller pieds nus, il garde son niveau. Je sais pas si ça va vraiment faire vendre ses produits au plus grand nombre ou pas. Bon, a priori, le programme qu'il a en plus, d'ailleurs, qui va jouer aussi dans la fin de préparation, la semaine de l'UTMB est quand même très très chargée pour la promotion de sa marque. Donc non, il y a quand même, on est quand même dans du business sans dire c'est bien, c'est pas bien. Non, clairement, il est là-dedans. Et donc je termine là-dessus en vous posant la question. La première question, est-ce que Kylian Jornet vient de faire le coup marketing du siècle? C'est pompeux, mais selon toi, Ludo, oui ou non? Euh, bah, oui et non. Après, pour moi, c'est Kylian, point. Ok, Donc, Nico? quel que soit kiff. Ouais. C'est Non, kiff. parce que je pense qu'il y a des choses qui sont des plus grands coups. Après, je pense que c'était une envie, un itinéraire de vie que de créer sa marque. Et puis voilà, il avait peut-être envie aussi de créer quelque chose à son image parce que c'est Ça, pas une scène, qui c'est véhicule des tout un valeurs outil. environnementales notamment. Ouais, voilà. Après, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Peut-être que tu respectes vraiment, il ne faut pas encore continuer à produire, mais bon, il y a toujours besoin de basket. Donc voilà, non, mais c'est, je pense, quelqu'un qui. Ouais, c'est là où on est admiratif, c'est qu'il réussit tout ce qu'il touche. Et quand tu sais ce que c'est déjà que rien de faire du sport de haut niveau, sans être à son excellence à lui, mais être à cette excellence, être capable de lancer d'autres choses, ouais, non, c'est un bonheur hors norme. Après c'est peut-être pour ça qu'il est capable de faire ces choses-là, c'est qu'il y a tout qui est hors norme. On dit souvent qu'un grand champion, c'est à la fois le physique et le mental. Je pense que Kylian, c'est le meilleur exemple. Il y a les deux qui sont à 19,5, voire 20 sur 20, quoi, dans les deux, quoi. Et je pose une autre question, et je commence avec toi, Sabine. Je sais que tu n'aimes pas trop les pronos, mais quand même. Est-ce que Kylian va réussir le 4-4, c'est-à-dire 4 victoires plus record, selon toi? Allez, tu peux te commettre sans que ce soit très grave si c'est pas. Je vais dire ce que j'ai envie, oui. Ok. Toi, Nico? Ouais, je vais dire 3 sur 4 et ce sera dur à Sierzinal, mais il ne sera pas si loin que ça de la gagne quand même. Ludo? Moi, je dis un 4 sur 4, mais sans record. Ok. Bon, moi, on s'en fout, mais je dis, parce que je suis joueur, 4 sur 4 et record et victoire. Je pense qu'on va en tout cas avoir du plaisir à suivre ça, que ce soit ce week-end, Sierzinal et à la fin du mois, l'UTMB. La bande à des plus, c'est presque terminé. On avait dit qu'on était synthétique, je crois, et en fait, on fait dans les longueurs. Mais avant cela, rapide tour de table pour partager nos coups de cœur et nos coups de pompe. Et je crois que c'est que des coups de cœur aujourd'hui. Coup de cœur ou coup de pompe? Et on commence avec le gros coup de cœur de Nico Martin pour l'équipe de France masculine de course en montagne que tu connais bien, Nico. Ouais, alors toutes les équipes de France lors des championnats d'Europe qui ont amené pas mal de médailles. Bravo à tous les coureurs, mais ouais, focus un petit peu sur l'équipe de France de course en montagne et surtout sur un peu les histoires humaines qu'il y a derrière. Le titre de Sylvain, bien sûr, qui est le deuxième Français de l'histoire à le réaliser. Et cette médaille collective partagée avec Julien Rancon, qui est une forme de passation un petit peu de génération. Julien qui est, je ne compte même plus ses sélections, mais plus de 30, je crois, en équipe de France, et qui, malgré un épisode Covid et une fatigue, a donné le meilleur de lui-même ce jour-là, et ils ont arraché la médaille. C'est un super cadeau, je pense, qu'a fait Sylvain à ses équipiers en sortant cette course, qui leur a permis de monter sur le podium. Donc, voilà, un grand bravo à eux, un bravo à Sylvain pour sa performance et à Julien pour sa longévité. Voilà, on vient de parler de quelqu'un d'exceptionnel dans le top du top, mais Julien, dans la longévité, dans la passion pour la course en montagne, ça fait aussi partie des gens qu'on admire dans le milieu du trail et de la course en montagne.
Bon, tu as dit Sylvain, jamais son nom, je pense. C'est Cachard. Sylvain Cachard, Voilà. dont tu es proche puisque tu le conseilles. Et pour faire un autre lien avec le sujet précédent, Sylvain qui sera sur Cirzinal, lui aussi, ce week-end. Sabine, coup de cœur ou coup de pompe? Coup de cœur, j'ai qu'une cartouche, alors je ne vais pas m'embêter avec des coups de pompe. Pour l'Ultra Trail Vercors, inscrivez-vous si vous voulez, si vous êtes prêts. C'est le 10 septembre et donc c'est une course qui a lieu depuis longtemps, je Donc, dirais au chez moins toi. 10 ans, dans le Vercors, voilà, donc sur le secteur 4 montagnes, le nord du Vercors. Et le principe, c'est que ça va de village en village, mais jamais dans le même ordre, ni par les mêmes sentiers chaque année, avec un ultra qui fait entre 85 et 90 km et 4000 à 5000 mètres de dénivelé, avec des passages très techniques et des passages beaucoup plus roulants à chaque fois. Et les ravitaillements se font dans les villages, donc pour une bonne ambiance assurée. Si vous ne voulez pas le faire en ultra, il y a une version relais. Et si vous ne voulez pas le faire en relais et ni en ultra, il y a une version qui fait la moitié du tour à chaque fois. Donc, pour avoir un départ un peu tard pour faire la grasse mat et puis une arrivée commune aux autres courses. Promo impeccable. Et avec le code LBAD+, tu accueilles les gens chez toi. Voilà. Ludo, c'est aussi un coup de cœur pour toi qui nous vient de Suisse. Exactement, et ça va parler un petit peu de toute l'émission et de ce qu'on a pu parler avant. Je suis tombé sur un ultra trailer qui m'a apaisé, qui m'a fait du bien et qui court pour les bonnes raisons. Il s'appelle Ino Wataru. Il est japonais. Il est spécialiste de l'ultra distance, mais il n'est pas arrivé dans l'ultra distance comme ça. Déjà en 2012, il faisait 9e du marathon des sables. En 2015, il finit 25e du Grand Raid. Puis il gagne la Badwater Ultra Marathon en 2017. Et puis il s'est spécialisé dans le long. Et là, il avait la banane pendant une semaine, tout le long sur le Crossing Switzerland, la course de Cédric Agassi et de Diego Passos. Il m'a fait rêver. Il est arrivé, il remporte en 85h28 avec le sourire. Il était bien. Et d'ailleurs, il s'est reposé 2 jours et il a demandé à l'organisation tellement il était heureux de partager dans la montagne s'il ne pouvait pas faire les extrêmes. Le 110 km, après avoir fait 397 et 23 000, il est reparti sur les extrêmes qui fait 110 et 8 000, où il finit 18e à 5 heures de la gagne, où notre ami Davidos a été supersonique devant les 2 Chinois qu'on va revoir sur les courses de l'UTMB. Ouais. Et en discutant après un peu avec ce monsieur et avec quelqu'un qui faisait la traduction, juste, il est heureux, quoi. Il est heureux, il se blesse pas, il est dans ce qu'il sait faire, il profite des gens, il sourit. Bon, il a des aptitudes, certes, hein, mais il m'a fait un bien mais incroyable. Merci, Ino Wataru. Et puis, Chapeau. tu as parlé de David Hoss. Lui, il est en train tranquillement de préparer sa diagonale des fous chez lui à La Réunion pour la 30e. Et je pense qu'il va être assez costaud. Merci, probablement devant. Moi, j'ai personnellement 2 coups de cœur aujourd'hui ou 2 recommandations. C'est selon le premier pour le dessinateur Mathieu Forichon qui célèbre le 10e anniversaire de Des Bosses et des Bulles depuis 10 ans. Oui, qu'on a derrière Ludo pour ceux qui voient le podcast en vidéo. Donc depuis 10 ans, il croque le trail avec beaucoup d'affection et d'humour, beaucoup d'humilité aussi derrière sa planche à dessin. Il se montre pas beaucoup, lui, en tant que Mathieu Forichon, et pourtant, il aime bien ça, aller à la rencontre des gens. Il est assez peu présent sur les réseaux sociaux. De toute façon, il n'a pas le temps, il a trop de boulot. Mais si vous venez à Chamonix, il aura son stand au niveau du salon de l'Ultra Trail. Et puis, il va vous accueillir, je pense, toute la semaine. Il a prévu plein de petites surprises pour les gens qui iront le voir. Donc, allez-y. De notre part notamment, puis je rappelle que c'est Mathieu qui a signé la couverture du podcast La Bande AD+. Encore merci à lui pour ça. Mon deuxième coup de cœur, c'est pour le documentaire sur l'athlète Laurie Faye dont on a parlé rapidement tout à l'heure, Au-delà du temps, avec notre camarade Ludo Collet. Ludo, c'est ton frère Andy Collet qui a réalisé ce docu sur l'athlète franco-cambodgienne qui fait aujourd'hui partie des 10 traileuses de l'équipe élite d'Evadik.
l'équipe de Decathlon, dont nous avions parlé dans le 3e épisode de la bande AD+, si je ne me souviens bien. Vous racontez l'histoire forte, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette jeune maman, ex-championne de tennis de table, qui a su relever d'un drame insupportable. C'est la perte de son 2e enfant à la naissance en courant. Elle a couru plus vite, plus loin, plus grand pour changer le mal de place, j'ai envie de dire. C'est une expression québécoise, accompagnée par un homme de cœur qui n'a pas qu'une voix, toi, Ludo. Tu as investi plusieurs années de ton temps dans l'accompagnement de Laurie et ton frère Andy a mis en image et en émotion cette ode à la vie, c'est comme ça que je le vois, qui reprend son fil sur le lit d'une tragédie. C'est aussi une histoire d'identité, de maternité, de paternité, de fraternité, d'amitié. On a un bout de ton histoire personnelle à toi aussi. C'est doux et douloureux, c'est ambitieux et courageux, c'est triste et joyeux. Vous l'aurez compris, j'ai adoré. Au-delà du temps est disponible en ligne depuis quelques jours, quelques semaines sur Vimeo, la plateforme Vimeo, pour seulement 2 € et des brouettes. Ça vaut vraiment le coup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça, Ludo? Non, je crois que tu as tout dit, juste que le trail mène à tout. Moi, je ne pensais jamais qu'on me surnommerait la voix du trail. Je ne pensais pas que Laurie vivrait et nous ferait vivre ce qu'on a vécu pendant 4 ans. Et on était à l'opposé d'un Kylian Jornet et de la performance. C'était plus fort, c'était différent. Voilà, aller découvrir la résilience d'une femme par le sport. Et voilà, quand je parlais tout au début de comme j'aime gérer et parler mental avec la Mhm. personne et prendre de A à Z, là, c'était, On a vraiment une illustration. Ouais. voilà, c'est ça. Donc, allez voir au-delà du temps, mon frère est juste formidable. Laurie est incroyable et les images, la musique de Martin Lomont, qui est dans le groupe Trio, enfin, voilà, c'est tout du composé 100 et j'avais envie de laisser une trace dans le trail. C'est fait maintenant, même s'il y a peut-être d'autres choses qui sortiront, mais voilà, je voulais montrer aussi qu'il n'y a pas que la performance qui compte et pourtant Dieu sait que je suis fan des élites, mais c'est un tout, faire du sport pour les bonnes raisons. C'était ça mon message, surtout. J'espère que le documentaire sera vu par le plus grand nombre. C'est la fin de cette 9e émission de la bande AD+. Un gros merci à tous les trois, Ludo Collet, Sabine Erström et Nico Martin. Merci à tous. Merci, ciao, ciao. La bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré. J'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show particulièrement long aujourd'hui alors que nous ne sommes que 4. Un merci appuyé aux partenaires officiels de la première saison de la bande AD+. Donc, merci à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail, tout particulièrement aujourd'hui la station de trail de Champs-Rousse que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas Aska Enessi. Le logo de la bande AD+, a été réalisé par Nancy Letourneau et on en a parlé précédemment. La couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Des Bosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Merci aussi à Nicolas Rodi et à Benjamin Gardena. Et merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter toujours plus nombreux. On se retrouve dans 15 jours. Vous l'aurez compris, à Chamonix, à la veille du départ de l'UTMB. À plus dans la bande AD+.